Bonjour à tout le monde. Donc, on va juste attendre le temps que quelques personnes nous rejoignent. Donc, question de 5 minutes, pas plus, et on va démarrer. Donc, à tout de suite. Bonjour tout le monde.
crois qu'on peut commencer. Il est 11h05. Je vous remercie d'abord toutes et tous pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire qui va traiter le sujet du plan de continuité d'activité. Donc, un webinaire qui s'inscrit dans la série des webinaires que Portnet SA a commencé maintenant il y a plus d'un mois, donc pour bien sûr garder le contact avec ses partenaires et ses clients, mais aussi pour participer à cette prise de conscience collective dans tout ce qui est projet de développement et de sécurité. Donc voilà, je tiens déjà aussi à remercier Monsieur Chabli Jark, donc directeur BU de la gouvernance et des risques chez Data Protect, donc le cabinet très connu ici au Maroc et même voilà, à l'international. Je remercie aussi par la même occasion Monsieur Youssef Ahouzi, le directeur des systèmes d'information de Portnet SA, d'avoir su participer à ce webinaire. Donc, c'est des profils que nous allons solliciter aujourd'hui pour leur analyse et pour leur intervention dans le sujet. Donc, sans transition, on va commencer. Voici ici devant vous. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre ou pas. C'est bon. C'est bon, parfait. Donc, si devant vous le plan qu'on va suivre lors de ce webinaire, donc on va essayer de cadrer un peu le contexte, faire une définition, je vous rassure dès le départ, donc le webinaire donc, va traiter le PCA, on ne va pas aller jusqu'à la vulgarisation quand même, mais on va traiter juste d'un point de vue générique pour essayer d'initier les gens qui ne sont pas habitués à un plan pareil. Donc, vu la typologie des profils qui sont présents avec nous aujourd'hui, donc il n'y aura pas que des IT ou que des responsables du top management, mais plutôt aussi d'autres profils. Du coup, on va essayer de simplifier le plus possible pour que tout le monde comprenne un peu la finalité d'un plan du genre. Donc, on va voir l'objectif, bien sûr, quelques informations pratiques en relation avec le contexte de l'entreprise toujours. Le PCA, bien sûr, comment le créer et comment le mettre à jour. Et finalement, on s'appuiera toujours sur l'expertise de nos deux intervenants, M. Ahouzi et M. Jark, pour voir le PCA, comment on peut l'intégrer au niveau de notre gouvernance et notre stratégie dans l'entreprise. Donc, pour commencer, une entreprise, on sait tous qu'une entreprise, elle fournit d'un service ou un produit, elle a généralement 4 objectifs majeurs. C'est celui d'avoir le maximum des clients, c'est d'être un leader et d'être la référence dans son domaine de production. Bien sûr, d'avoir un très bon chiffre d'affaires et de dégager les meilleurs bénéfices possibles. Mais ça, normalement, ça se passe dans un contexte normal où l'entreprise n'est confrontée qu'aux problèmes du marché, donc les problèmes de compétitivité et autres. Mais aujourd'hui, avec le contexte actuel, et surtout le contexte de la pandémie, les gens sont plus amenés à rester chez eux, donc ils revoient un peu leur ordre de priorité de consommation, que ce soit en termes de services ou de produits, ce qui va affecter automatiquement pas mal d'entreprises dans pas mal de secteurs. Donc, leur chiffre d'affaires va baisser et l'entreprise se retrouve du jour au lendemain dans une situation un peu critique. Une entreprise qui sera peut-être amenée à suspendre son activité des fois et même à mettre des fois la clé sous la porte. Bien sûr, une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui ne va pas produire. Et par la suite, si c'est le cas d'une entreprise, c'est certainement le cas de plusieurs autres. Donc, ça va se refléter aussi au niveau du PIB du pays comme étant une économie qui connaît une certaine régression. Donc, bien sûr, d'où l'utilité d'avoir un plan de continuité d'activité. C'est généralement un plan qui est là pour assurer la continuité des activités critiques pour l'entreprise. Et là, quand on dit activités critiques ou vitales, c'est les activités qui vont permettre à l'entreprise de survivre
donc de continuer à produire, de garder ses clients, de payer les salaires, etc. Tout ça, il faut surtout se focaliser sur l'activité critique. On verra par la suite que le plan d'action peut aussi concerner les activités qui sont peu critiques ou qui ne sont pas vitales à l'entreprise. Ça permet aussi d'aider les autres processus à garder leur cadence. Donc, le plan de continuité d'activité, on peut le schématiser comme ceci. Un plan de continuité d'activité, il est divisé en deux modes. Donc, le mode informatique et le mode fonctionnel. Donc, le PCA va, juste pour résumer les choses, va permettre de redémarrer l'activité le plus rapidement possible avec le minimum de perte de données. Dans le cas où c'est le système même techniquement parlant qui est affecté. Sinon, ce plan est un point aussi essentiel de la politique sécurité de l'informatique de l'entreprise, mais aussi de la gouvernance et de sa maturité. Et là, quand on parle de la maturité, on parle de l'ensemble des procédures que l'entreprise a et qu'elle respecte, ainsi que les normes, les standards, les référentiels avec lesquels elle est conforme. Euh, Ici, le plan de continuité d'activité, il est constitué d'un PCO, donc qui se focalise sur les actions, des métiers pour la suite de leur opération vitale. On trouve aussi le PCI, ou ce qu'on appelle aussi le PSI, donc le plan sécurité informatique. Donc, c'est le volet informatique du plan de continuité d'activité. Et c'est en quelque sorte le plan de secours informatique si jamais votre système d'information sur lequel repose l'activité est touché. Donc, vous pouvez basculer vers un deuxième, sinon vous pouvez le monter en mode dégradé. Il y a aussi le PRA, et beaucoup de personnes qui ne sont pas initiées dans le domaine le confondent un peu avec le PCA. Celui-là, il concerne le cas de sinistre majeur où vous n'avez plus rien, donc tout votre système d'information a été mis à plat et vous êtes obligé de le reconstituer, ne serait-ce que pour assurer un minimum de service. Bien sûr, le tout, il est géré à travers un plan de gestion de crise. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le plan de repli fait partie aussi du PCA. D'ailleurs, la majorité des personnes parmi nous l'ont découvert lors de cette pandémie-là du coronavirus, donc à travers le télétravail. Je ne sais pas, Youssef, si vous pouvez nous dire plus concernant ça. Je préfère qu'on laisse pour la suite si Younes, comme ça on continue sur la présentation et à la fin on peut commenter l'ensemble du travail. D'accord, d'accord. Ben, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc voilà, pour bien sûr pour mettre en place un plan de continuité d'activité, on peut s'appuyer sur le standard international ISO 22301, qui est le système de management de la continuité d'activité. Bien sûr, cette norme spécifie les exigences techniques et organisationnelles pour planifier, bien sûr, établir, mettre en œuvre, exploiter, surveiller, maintenir, mais surtout améliorer d'une façon continue votre système de management documenté. Et on verra par la suite pourquoi il est documenté. Et la documentation, elle est à la base de ce plan de continuité d'activité. Si vous n'avez pas de documentation, le jour J, vous vous retrouverez face à des difficultés qui ne sont pas traçables du tout et qui n'ont pas été prévues au niveau de votre plan de continuité d'activité. Bien sûr, le but, c'est de se protéger contre les incidents perturbateurs ou réduire, bien sûr, la probabilité d'occurrence et répondre répondre d'une façon optimale, de telle sorte à ce que l'entreprise soit résiliente vis-à-vis d'un incident qui pourra perturber son activité vitale. Donc, avant d'aller plus loin dans ce webinaire, je voudrais m'arrêter ici et je voudrais qu'on retienne 4 points essentiels qui nous seront d'une utilité capitale pour la suite du webinaire. La première chose, c'est que la ressource humaine est la composante la plus importante dans tout système d'information. Elle est au centre du SI. Elle a créé le système d'information et il est en train de
elle est en train de le gérer, de l'administrer, mais aussi elle l'administre et le gère pour faciliter la vie à une autre ressource humaine. Donc, elle est au centre. D'ailleurs, il suffit de prendre l'exemple du contexte actuel pour voir que l'État a privilégié la sécurité de l'être humain et la sécurité de la ressource plutôt que l'économie, parce qu'il sait pertinemment que l'économie ne peut se développer et ne peut redémarrer sans un capital humain sain. Donc, c'est la première chose à retenir. Donc, il faut bien sûr mettre l'intérêt de la ressource humaine au centre de tout plan de continuité d'activité. La deuxième chose, c'est le plan de continuité et l'affaire de toutes les ressources de l'entreprise, peu importe le poste. Donc, ce n'est pas dédié juste au poste de pilotage, donc qui travaille dans un processus de pilotage, ni au top management. Ça concerne tout le monde, donc toutes les ressources de l'entreprise. Et bien sûr, on verra par la suite à travers un exemple très simple, peut-être à travers un exemple qui concerne aussi un processus qu'on trouve un peu dans toutes les PME aujourd'hui. Bien sûr, la taille de votre plan de continuité d'activité dépend aussi de la taille de votre système d'information. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un plan de continuité d'activité va impacter votre budget d'investissement. Donc, plus votre système d'information est grand, bien sûr, plus le plan de continuité d'activité sera grand. Mais si c'est l'inverse, bien sûr, le plan de continuité ne dépassera pas la taille de votre système d'information, donc aux exemples les plus extrêmes. Donc, le plan de continuité aussi d'activité n'est pas réservé qu'aux crises. Et on va voir que le plan de continuité d'activité va vous permettre d'améliorer votre système d'information, de travailler sur les risques, de travailler sur les vulnérabilités et de vous améliorer, sans même avoir recours à l'activer un jour ou l'autre. Donc, pour aller encore plus loin, donc voici les objectifs d'un PCA. Donc, la protection, bien sûr, de votre système d'information. Donc la sécurité, pour être plus bref. La réponse efficace contre les événements les plus critiques auxquels une entreprise peut faire face, un changement brusque, par exemple, au niveau du marché. Réduction des risques fonctionnels et techniques, et on verra ça plus en détail par la suite. Maintenir l'activité et répondre aux exigences contractuelles vis-à-vis des clients, surtout. Et aussi être en conformité légale et réglementaire, surtout si vous êtes une OIV, donc un organisme d'importance vitale. Avoir une meilleure gouvernance, et on verra ça aussi au cours de ce webinaire. Bien sûr, avoir une bonne image de marque, donc une entreprise qui peut assurer un service et une activité même dans les cas de crise. Donc, ça reflète la gouvernance au sein de cette entreprise-là. Et bien sûr, avoir un avantage compétitif, un argument de vente dans le marché vis-à-vis des autres entreprises qui sont compétitives. Donc, voilà. Pour des informations pratiques, donc c'est des informations qui concernent les crises et qui concernent les événements majeurs qui sollicitent l'activation d'un PCA. Nous allons démarrer par ce chiffre-là. Donc, 50% des entreprises ont subi un arrêt de production de plus de 8 heures. Donc, ça prouve qu'un plan de continuité d'activité peut réduire ce délai-là. Et le réduire, on va voir par la suite comment, à travers un processus de gestion de changement sur lequel on doit travailler aussi. 82% ne seraient pas prêts à assurer une reprise après un sinistre, et là je parle d'un sinistre majeur, donc peut-être un problème au niveau du bâtiment de production, peut-être un problème au niveau d'une chaîne critique nécessaire pour la production d'un service ou d'un bien. Donc, et seuls 2% ont parvenu à rétablir leur service en moins d'1 heure. Et là, c'est très parlant. Donc, on peut dire que peut-être seuls 2% des entreprises ont un PCA qui est à jour et qui fonctionne bien, en quelque sorte. Les causes d'indisponibilité des systèmes d'information, et là, je parle des systèmes d'information hébergés chez les data centers privés, donc les data centers qui appartiennent aux entreprises même, donc pas chez des prestataires. On constate que 35% de ces causes d'indisponibilité sont relatives
des problèmes des sinistres, des problèmes des incidents majeurs. Et 65%, c'est dû à des pannes matérielles ou à des ressources humaines ou à des erreurs des ressources humaines qui sont ou bien mal formées ou bien ils commencent à tester, donc vu qu'ils n'ont pas de procédure claire à suivre. 57% des entreprises ont déjà connu un incident en matière de cybersécurité. Et là, je voudrais m'arrêter sur une citation de Robert Mueller, qui était à l'époque formateur du FBI et qui est devenu par la suite le directeur du FBI. Donc, il a dit tout simplement, there are only two types of companies that have been hacked and those that will be hacked. Et là, c'est très parlant parce que la sécurité, peu importe les investissements que vous pourrez faire, la ressource humaine doit être aussi concernée par ces investissements-là à travers la sensibilisation et la formation, vu qu'elle peut être aussi exploitée pour des activités malveillantes. Bien sûr, ça peut être dû à une erreur de cette ressource, mais ça peut être dû aussi à de la malveillance. Donc, une personne qui ne sait pas, tout ça. Donc, une entreprise sur 5 ayant subi un sinistre a dû cesser son activité. Et là, c'est le chiffre le plus flagrant en quelque sorte. Donc, un sinistre ne doit pas être la cause justement d'un arrêt de son activité, bien sûr d'un arrêt permanent de l'activité. Donc, d'où l'importance d'avoir un plan de continuité d'activité. Pour commencer, donc, on va voir le PCA, donc comment le mettre en place et comment le mettre à jour. Bien sûr, on va, dans ce chapitre-là, s'appuyer sur l'expérience de Portnet, donc sur une partie de l'existence de Portnet, comment on travaille en interne. Bien sûr, vous avez vu que personne n'est à l'abri des éléments, donc les statistiques sont formelles. Bon, pour commencer, une démarche de mise en place et du maintien de PCA passe par ces 5 étapes. Donc, l'analyse de l'existant, en quelque sorte, l'inventaire de ce que vous avez. Donc, en termes d'actifs, en termes de données, il faut les classer aussi. Pour évaluer les risques, et là, on reviendra sur ça et sur l'évaluation des risques. Stratégie de continuité d'activité, et là, bien sûr, il faut faire le choix de ce que vous allez accepter ou pas, sur quoi vous allez travailler, mais aussi sur quoi vous allez investir pour assurer cette continuité d'activité. La formalisation et la revue du PCA, bien sûr, et par la suite, la formation, la sensibilisation et le test, bien sûr, la boucle sera fermée et donnera suite à une amélioration par la suite. Il existe deux méthodes d'évaluation de risque à travers 2 normes. Donc l'ISO 31000 pour ceux qui se connaissent un peu. Sa plus grande valeur est surtout de fournir un cadre pour gérer toutes les sortes de risques à l'échelle de l'entreprise. Et il y a aussi l'ISO 27005, une norme qui donne les lignes directrices pour l'évaluation et le traitement des risques pour la sécurité de l'information. En bref, elle vous donne le savoir-faire pour identifier les actifs, les menaces et les vulnérabilités, pour évaluer par la suite les conséquences et la probabilité, pour calculer les risques. Et elle est entièrement, bien sûr, conforme à la norme ISO 31000, comme c'est le cas pour toutes les normes de type ISO. Mais une question, bien sûr, pour éclaircir davantage ce point-là, je m'adresse à M. Jark concernant l'évaluation des risques. Doit-on faire ça avec ISO 31000 ou 27005 lors d'une démarche de mise en place d'un PCA? À vous, M. Jark. D'accord, merci Younes. Je suis ravi de prendre la parole. Donc, comme il m'a présenté dès le début, donc je suis Tchabi Diak de Data Protect. Donc, j'ai dirigé la BU GRC, donc gouvernance, risque et conformité chez Data Protect. Donc, on s'occupe de tous ces sujets dont parle Younes. Et bon, en ce qui concerne l'évaluation des risques, la 31000 est préférable, voilà, parce que c'est une démarche d'entreprise, voilà, qui
qui a pour vocation donc à aller taper sur différentes méthodologies, d'accord, qu'on connaît sur le marché et qui peut nous amener plus d'informations sur la base de connaissances des risques. La différence avec ISO 27005, c'est que le 27005 a été taillé spécifiquement pour les questions de protection des actifs, notamment la sécurité des actifs. Et quand on parle de 27005 dans un contexte de PCA, donc c'est la disponibilité donc des actifs qui vont nous intéresser. Alors que la 31 000, il est beaucoup plus dans les risques au niveau des processus de l'entreprise, les processus de management, les processus de réalisation, autrement dit vos processus métiers et les processus support, notamment les systèmes d'information en train de parler ce matin. Donc, la 27005 est une instantiation, si on peut le dire comme ça, de ISO 31000. Et donc, dans une démarche PCA, nous recommanderions plutôt voilà, d'aller vers ISO 31000. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jark. Donc, on va passer vers la création d'un PCA. Comme j'avais dit tout à l'heure, donc on s'est appuyé sur l'expérience de Portnet. Donc, pour vous faire un petit résumé de comment créer votre propre PCA, si vous vous sentez prêt à le faire, et si vous avez les ressources, bien sûr, pour le faire. Donc, pour commencer, bien sûr, il faut faire un inventaire de votre SI, de vos procédures organisationnelles et fonctionnelles. Concrètement, avoir un inventaire de tous vos actifs matériels et logiciels, de vos données. Donc, quelles sont les données que vous avez, et on verra par la suite comment on fera ça à travers un processus qu'on trouve généralement dans toutes les PME marocaines. La classification des données, donc est-ce qu'elles sont sensibles ou pas, et le degré de sensibilité et la recommandation en termes de disponibilité de ces données-là pour bien sûr pour votre processus vital. Les procédures en général, toutes les procédures que vous avez et les fiches de poste. On verra par la suite qu'une fiche de poste est nécessaire à la création de votre PCA. Elle va vous permettre de voir et d'anticiper sur les ressources qui vous manquent, donc pour le recrutement et pour la formation. Une analyse de risque, et là bien sûr, comme ce que M. Jark a dit, donc il faut aller analyser le risque, mais vu que la 31 000 couvre un peu tout le périmètre, donc vous pouvez utiliser ça pour analyser les risques par rapport à l'activité 1 ou 2, par exemple l'activité de production, l'activité d'achat. Donc, toutes les activités que vous avez, vous allez utiliser une analyse de risque uniforme pour tout cela. Par la suite, bien sûr, analyser l'impact de ces risques-là sur votre entreprise. Moi, j'ai mis deux indicateurs majeurs utilisés, c'est le RTO et le RPO. Donc, la durée maximale d'interruption admissible de ce processus-là. Sinon, la perte de données maximale admissible si votre processus s'appuie sur un système d'information et sur des données donc, pour travailler. Bien sûr, le choix de la stratégie de sécurisation, donc le choix des outils que vous allez utiliser lors de votre plan de continuité d'activité, la formation des utilisateurs, et on verra par la suite qu'elle est très, très importante pour assurer le minimum au niveau de votre plan de continuité d'activité, les mesures de sécurité physique et logique, et bien sûr, élaborer les procédures. Donc, pour l'élaboration des procédures fonctionnelles, donc comment les choses fonctionnent, tout ce qui est en relation avec les technologies que vous avez choisies lors de votre choix de la stratégie de sécurisation, mais aussi les procédures organisationnelles qui va faire quoi. Bien sûr, préparer une bonne communication, et là, on parle surtout du plan de communication. Donc, les canaux de communication, donc vous allez communiquer à travers quels canaux. Donc, vous allez aussi préparer les modèles à respecter, en quelque sorte, les canevas. Les sujets clés de communication, comme ça, vous n'aurez pas à communiquer sur tout et vous ne serez pas débordé à répondre à des questions qui dépendent pas du périmètre, mais aussi les interlocuteurs concernés. Bien sûr, partager les rôles, et on verra par la suite que c'est très important, donc à travers une cellule de crise, bien sûr, à travers un responsable de communication,
et bien sûr définir les personnes critiques. Et là, c'est pour ça que je reviens vers la fiche de poste. Des fois, des entreprises, et surtout dans le contexte des PME, au niveau d'un processus critique et vital pour l'entreprise, on ne trouve qu'une seule personne qui fait qui fait le travail toute seule. Cette personne-là, si jamais elle est amenée à s'absenter ou si elle a une contrainte, donc tout le processus va se retrouver dans un état critique, donc, ou bien dans un arrêt. D'où l'importance de définir les personnes critiques, mais aussi de planifier les réaffectations. Le cas d'une entreprise qui fait de la recherche et du développement, si elle a un problème au niveau de son activité, généralement, elle cesse la recherche et le développement et elle réaffecte ces ressources-là vers la production pour assurer le minimum de services requis. Et pour finir, établir les plans annexes, donc le plan de repli. Le plan de repli, peut-être que la plupart d'entre nous le connaissent surtout à travers le télétravail, mais ce n'est pas que ça. On verra par la suite que ce n'est pas que ça. Il y a le plan de formation, donc comment former toutes les ressources sans exception aux procédures fonctionnelles et organisationnelles et bien sûr aux événements qui vont nécessiter l'activation de ce PCA par la suite. Et finalement, le plan de test, donc tester le PCA à travers un cas d'usage conventionnel. Donc voilà, bien sûr, cela va nécessiter une mise à jour par la suite, mais avant de voir la mise à jour, on va traiter un exemple d'un processus très important dans une entreprise de service, surtout par exemple dans les cabinets de consulting, qui se base sur la force de production des ressources humaines et pas sur la force de production des machines. Euh, la ressource humaine est la ressource capitale généralement pour ces entreprises-là. Et donc, le processus de gestion des ressources humaines l'est généralement aussi en respectant un peu la logique de la relation que vous avez fait. Donc, la première chose à faire, par exemple, dans le cas d'un processus de gestion de ressources humaines, donc, si on prend cet exemple-là, bien sûr, identifier les personnes responsables de chaque procédure dans ce processus-là. Identifier les actifs informationnels traités, donc avec leur niveau de sécurité. Et là, je vais donner un exemple, celui de la disponibilité. Donc l'actif informationnel, est-ce que vous avez besoin de sa disponibilité, qu'elle soit urgente? Donc, vous ne tolérez pas plus de 48 heures, pas plus d'une heure, pas plus d'une demi-journée. Et là, par la suite, vous allez les classer par niveau d'impact pour dire que voilà, cet actif informationnel a un certain niveau de sécurité. Monsieur Jah, vous pouvez nous en dire plus? Allô? Oui, on vous entend. Ah oui, oui, effectivement. Voilà, donc puisqu'on parle de la disponibilité, effectivement, Younes avait parlé un peu au début de deux paramètres, RTO, RPO, si vous avez fait attention à une slide précédente. Donc, le Recovery Time Objective, qui est la tolérance à l'indisponibilité, en fait. Ce que vous tolérez par rapport à un actif donné. Et donc, ce paramètre va être important, d'accord, pour mesurer la sensibilité au délai d'interruption de votre activité. Et donc, cela permet de définir donc, finalement des priorités, hein, actifs de priorité 1, c'est-à-dire la reprise est peut-être immédiate ou bien urgente, voilà, et puis des actifs de reprise normale en fait. Voilà. Donc, cette échelle qu'il vient de présenter donc, est une échelle que vous devez construire chez vous. Et bon, il y a des actifs dont l'indisponibilité est de tolérance zéro, c'est-à-dire que ce sont des actifs non-stop, ils ne doivent pas s'arrêter. Et ça, vous devez le connaître aussi. Vous voyez, vous devez le connaître par cette étude. Et il y en a qui peuvent peut-être tolérer jusqu'à 24 heures, une semaine. Donc, tout cela vous permet de savoir est-ce que votre stratégie que vous allez adopter finalement vous permettra donc d'avoir la résilience qu'il faut. C'est de ne pas vous tromper en fait. Donc, si un actif est de criticité élevée, c'est-à-dire qui
dont le RTO est très court. Vous voyez, donc vous serez donc dans des stratégies carrément actif-actif, quoi. C'est-à-dire que l'actif lui-même, il doit avoir son miroir quelque part, de telle sorte à ce que un sinistre localisé sur le site principal puisse vous permettre donc de manière transparente de basculer sur un actif qui est distant, mais qui est sur un site de secours qui est sécurisé en fait. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais ajouter donc, à ce que Inès a dit. Merci, Monsieur Jack. Donc, on continue avec la troisième étape. Donc, identifier le matériel et le logiciel utilisé donc, par les personnes, donc, par les acteurs de chaque procédure donc, et par le processus dans sa totalité par la suite. Analyser l'impact sur l'activité vitale de l'entreprise. Si ce processus-là s'arrête, est-ce que l'activité de l'entreprise va s'arrêter aussi ou bien est-ce qu'elle va être impactée et quel est le niveau d'impact? Bien sûr, réviser chaque procédure du processus. Par la suite, faire le choix des solutions techniques de continuité d'activité. Donc, le choix, bien sûr, c'est généralement ou bien un choix au niveau de la configuration de l'existant que vous avez, ou bien à travers un investissement. Et là, bien sûr, il faut se mettre dans la tête un peu que le niveau de protection minimum nécessaire pour votre entreprise ne doit pas forcément être le même qu'une autre. Certaines entreprises ont besoin d'un niveau de disponibilité plus élevé par rapport à d'autres. Donc, il faut rester un peu dans les cases et rester un peu réaliste. Donc, une OIV n'a pas les mêmes contraintes qu'une entreprise qui va produire des biscuits, par exemple, ou une entreprise qui travaille dans le secteur du textile. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, la 7e étape, c'est d'élaborer une procédure de contournement de l'indisponibilité des actifs et des données utilisées par l'acteur de la procédure. Par la suite, définir les mesures de sécurité physique et élaborer et les procédures assurant bien sûr la continuité d'activité. Là, vu qu'on va mettre en place les mesures de sécurité physique, forcément, on aura besoin des mesures de sécurité logique. Donc, pour la gestion des accès aux applications et autres. Préparer bien sûr les canevas de communication relatifs au personnel de l'entreprise. Donc, là, on parle typiquement du plan de communication plan de communication relatif au PCA, mais aussi la façon avec laquelle on va contacter les ressources internes, mais aussi les clients qui, on verra par la suite, surtout dans le contexte où il y a des clients, où il y a des guichets, et donc les clients sont amenés à se déplacer vers les guichets de l'entreprise. Former les ressources sur les futures tâches temporaires et aux outils dont ils auront besoin lors de cette crise-là. Et finalement, accompagner la ressource lors du test de PCA. Ça, bien sûr, c'est l'étape qui concerne le processus RH. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de figé. Vous pouvez travailler sur ça. Maintenant, on va voir un peu pour la mise à jour. Pour la mise à jour du PCA, donc l'intégration d'une nouvelle solution, le remplacement d'une solution existante ou la dématérialisation ou l'automatisation peuvent donner suite à une mise à jour de vos actifs. Donc, vous allez voir au niveau de vos inventaires, vous allez les réviser pour voir que vous avez intégré une nouvelle solution, un nouvel équipement. Donc, vous allez, suite à ça, élaborer des procédures, mais aussi former vos utilisateurs sur l'usage de ces équipements-là. Ou bien juste à travers un test périodique du PCA. Un test périodique du PCA permettra de constater réellement les difficultés lors de l'exécution et de travailler. Ça peut être dû à un problème technique que vous pouvez surmonter rien qu'avec une procédure ou bien avec de la formation. Ça peut être dû à un problème lié aux procédures et là, vous pouvez ou bien revenir vers les procédures existantes et les mettre à jour, ou bien créer de nouvelles procédures si besoin il y a. Ou bien, bien sûr, problème lié à la formation du personnel. Ça veut dire que tous ces éléments-là sont existants, mais que la personne qui est au centre de ce plan de continuité d'activité n'est pas bien formée à l'exécution de ces procédures et à l'utilisation de ces outils. Donc ça, c'est pour la mise à jour du PCA.
Donc, d'où l'importance, bien sûr, de le tester, parce que à travers le test, on peut travailler sur les trois en même temps, contrairement aux premiers exemples où on est juste obligé d'aller travailler sur les actifs et sur tout ce qui a relation avec les actifs. Bien sûr, par la suite, vu la mise à jour du PCA, ça va vous permettre de définir les besoins techniques. Donc, si vous avez besoin d'investir davantage sur une solution, sur une autre pour combler le manque, sur le besoin de recrutement, si vous avez besoin d'une ressource spécifique pour gérer une partie spécifique lors de votre PCA, mais aussi lors de vos activités dans le cas normal. Pour mettre à jour, bien sûr, la matrice de flux des données et des applications, pour savoir qui normalement doit accéder à quoi. Et c'est généralement à travers les PCA qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à accéder à une donnée ou à une application et que ça ne figurait nulle part au niveau de la matrice de flux existante. Et finalement, définir les besoins en termes de procédures, donc les procédures manquantes, que ce soit fonctionnelles ou organisationnelles. Bien sûr, un PCA nécessite, c'est un changement, donc lors de l'activation d'un PCA, c'est un changement que l'entreprise va vivre. Et il y a ce monsieur-là, monsieur Kabler-Ross, qui était un psychiatre, donc c'est la première personne qui s'est penchée réellement sur ça. Donc, juste pour ouvrir la parenthèse, c'est un psychiatre qui a travaillé avec des personnes qui se trouvaient dans une situation un peu difficile et critique avec leur famille pour définir les étapes du changement dans un processus donné. Aujourd'hui, c'est un référentiel en termes de gestion de changement et il s'appuie sur deux indicateurs, donc la productivité et le temps. Et c'est justement deux indicateurs qu'on trouve au niveau de l'exécution chez les entreprises. Ça commence à travers, bien sûr, le choc, le déni, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation, l'expérimentation, la décision et l'intégration. Mais ce monsieur-là, donc, il a trouvé judicieux de travailler sur quelques événements parmi ceux-là pour justement limiter ce temps-là, pour réduire ce temps. Dans le contexte du PCA et à travers ce qu'on vient de voir, il faut travailler surtout sur l'intégration du personnel. Comme ça, il n'y aura pas de déni. Le jour J, quand vous aurez le problème, vous n'aurez pas des personnes qui refusent de travailler et de collaborer. Vous n'aurez pas des personnes qui vont se retrouver en colère parce que l'activité a cessé de travailler ou parce qu'ils seront dans l'obligation de changer de mode de travail, un mode auquel ils sont habitués. Vous n'aurez pas, bien sûr, des personnes qui sont dans la négociation. L'exemple typique, je travaille aujourd'hui, mais je ne viens pas demain. Ou bien la dépression, donc les gens qui vont ne servir à rien du tout et qui sont là juste pour augmenter le stress au niveau de l'entreprise. Bien sûr, l'expérimentation, les ressources ne seront pas amenées à expérimenter vu qu'ils auront déjà testé ce PCA bien avant et à plusieurs reprises. Les procédures sont là. Donc, si on remarque, on va passer du choc directement à l'acceptation, la prise de décision et l'intégration, vu que les équipes ont été déjà rodées sur l'activation d'un PCA. Bien sûr, ça va nous amener à réduire le temps par 2. Donc, le temps de l'activation du PCA et de la reprise des activités. C'est quelque chose de très important pour une entreprise qui a des engagements vis-à-vis de ses clients. C'est quelque chose qu'on a constaté même au sein de Portnet. Donc, ça nous permet d'assurer un certain niveau de service, des fois sans même que les clients ne s'aperçoivent. Youssef, vous pouvez nous dire vous pouvez nous dire quelque chose concernant ça? Bien sûr, Younes. En fait, tout changement, il y a toujours une résistance en fait interne. Donc, chaque personne, il essaie de ne pas perturber sa zone de confort. Donc, mais en fait, avec cette crise que le monde entier subit actuellement,
c'est-à-dire une des leçons apprises, c'est que en fait ces plans en fait qu'on fait c'est-à-dire les périodes où tout va bien sont essentiels pour la continuité d'activité, et c'est des choses qui doivent vivre dans le temps, qui ne doivent pas être mis dans un tiroir, mais des procédures qui vivent et qui sont mises à jour de façon continue et en fait tester tout le temps avec c'est-à-dire avec c'est-à-dire les collaborateurs de l'entreprise pour ne pas être pris c'est-à-dire c'est-à-dire dans une crise où c'est-à-dire les collaborateurs ne sont pas entraînés et qu'ils apprennent dans le tas la procédure ou les procédures mises en place dans le cadre de PCA. Donc, c'est quelque chose qui doit être continu, qui doit être inculqué dans la culture de l'entreprise pour en fait pouvoir c'est-à-dire passer ces étapes de changement le plus rapidement possible et pouvoir en fait mettre en place, c'est-à-dire lorsqu'on active le PCA, qu'il se passe dans les bonnes conditions pour l'ensemble de l'entreprise. Merci beaucoup, Youssef. Donc, Younes, si tu oui. permets, s'il te plaît, bonjour tout le monde. Donc, je n'étais pas censé intervenir, mais en fait, en tant que manager, je voudrais partager avec vous, en fait, le PCA, c'est juste une question de bon sens. Ce qu'était en train d'expliquer Youssef. Excusez-moi, c'est le directeur général de Portnet SA. Voilà. Donc c'est M. Jalal Ben Hayoun. Il va nous faire aussi je me suis présenté, je me suis pas présenté. C'est Jalal Ben Hayoun, directeur général de Portnet. Ce que je voulais dire par là, c'est que le schéma qu'est en train de présenter Younes, là sur le slide, est très important. Le PCA, c'est juste une question de bon sens. Les choses, en fait, l'être humain est capable de réagir à n'importe quelle situation. Mais réagir, c'est deux choses, soit improviser, soit réagir par rapport à un process qui est déjà prédéterminé, qu'on a testé, qu'on s'est entraîné sur, ainsi de suite. Et l'entraînement est très, très, très important. C'est pour ça que réfléchir à tête reposée, sans improvisation, au préalable, au plan de continuité d'activité est très, très important parce que la personne qui va être choquée le premier jour, on parle de PCA, et qui va réagir selon le cycle de vie qui a été décrit par Youssef et Younes, sera entraîné là-dessus et il ne va pas réagir de la même façon quand un événement va se produire parce qu'il s'entraînait chaque année, 2 fois par an, 3 fois par an, sur ce qui se passe et pourra justement ne pas improviser et suivre un process écrit. Et l'idée, c'est ne pas d'improviser, de ne pas faire des fautes et que tout le monde fonctionne de la même façon selon un process écrit, documenté, partagé et tout le monde est formé là-dessus et c'est ça entraîné. Donc, ça a été bien décrit au départ. La première des choses, c'est d'analyser, de connaître nos process au sein de l'entreprise, d'analyser les processus au sein de l'entreprise et surtout d'analyser l'impact d'un arrêt d'activité sur nos process. Pourquoi faire? C'est pour faire ce qu'on appelle le bilan d'impact sur les activités et de sortir avec les processus qu'on appelle critiques. Quand on fait un plan de continuité d'activité, on ne va pas le faire pour tous les process. Et ça, on le voit avec cette situation de crise. Il y a beaucoup de services au sein de l'État, il y a beaucoup de services au sein de banques, il y a beaucoup de services qui ne sont pas opérationnels. Il y a même des usines qui sont fermées parce qu'on juge que face à un risque qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ces services ne sont pas critiques. Mais les gens ne vont pas peut-être aller acheter un parfum parce que ce n'est pas critique pour leur vie. Aujourd'hui, c'est la survie qui est la plus importante. Dans une entreprise, c'est pareil. On va définir les process les plus critiques pour la survie de l'entreprise. Et c'est par rapport à ces process-là qu'on va définir le bilan d'impact sur l'activité. Quand ces process vont s'arrêter, quel serait l'impact en termes d'image de marque, en termes en impact financier, en termes organisationnels, en termes de perte de clients, ainsi de suite. On va le valoriser et on va sélectionner ces process critiques. On va essayer d'élaborer ce qu'on appelle une stratégie de continuité pour assurer à ce que nos process critiques face à ce qu'on appelle des perturbations opérationnelles majeures, vont continuer à vivre, pas
pas probablement avec la même qualité, pas avec le même niveau de service, mais ils vont continuer à servir nos clients, ainsi de suite. Mais tout ce qui n'est pas critique, on va pas le prendre en charge dans le cadre du PCA. On peut le prendre en charge dans le cadre de la gestion des risques, dans le cadre de processus de qualité au sein de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, en élaborant la stratégie de continuité par rapport au processus critique et par rapport aussi à des scénarios qui sont imaginés, qu'on imagine à tête reposée. On peut imaginer, maintenant, quand on parle de cette crise, c'est un scénario qui était imaginé dans le plan de continuité d'activité de Portnet, qui est comment faire face à une probable indisponibilité massive du personnel ou d'une pandémie. Et on réfléchit, on essaie d'imaginer des choses, on fait des ateliers avec nos clients et en interne avec les consultants qui nous ont accompagnés. Data Protect en fait partie et on a d'autres qui ont intervenu qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et on imagine les solutions, on les valorise. Et quand il a parlé de RPO et de perte de données acceptées ou de temps d'arrêt accepté par l'entreprise, c'est juste pour arrêter un budget, pour dire que par rapport à ces process, on accepte une dégradation d'activité d'un tel niveau et on va dimensionner nos solutions de secours, notre stratégie de secours par rapport à ce niveau-là. Parce que sinon, les solutions peuvent coûter des milliards. Donc, chaque entreprise doit adapter le plan de continuité d'activité par rapport à ses moyens financiers et par rapport à ses processus critiques. Et dès qu'on a établi notre stratégie de continuité d'activité, avec les solutions, avec les personnes clés qui vont la mettre en place, avec les process, avec les procédures, on commence à les tester. Mais là, il faut les faire régulièrement pour se rendre compte que, par exemple, la première fois, on a fait le test de continuité d'activité au sein de Portnet, ça n'a pas marché, mais c'était un test. La deuxième fois, ça marchait partiellement. La troisième fois, ça marchait qu'à merveille. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, quand on le teste, on fait à chaque fois le maintien en condition opérationnelle de ce test. Et il n'y a pas d'improvisation, hein, il n'y a pas de solution magique. C'est à force de faire des erreurs. Mais quand on les fait à tête reposée, c'est vaut mieux que de les faire quand on est face à une crise comme celle-là. Donc, le jour où on a décidé qu'il y a eu, le confinement s'annonçait, le 16, même avant que le gouvernement le dise, on s'est tenu au niveau de notre cellule des crises en interne au sein de Portnet et on a décidé de le télétravail. Télétravail chez nous, c'est quoi? C'était un processus de continuité d'activité activé, une procédure déjà documentée. Donc les gens, ils avaient juste le temps d'aller chez eux, de prendre la route chez eux et ils ont commencé à travailler parce que tout a été préparé à l'avance, tout a été décrit et c'est ça un peu l'intervention que je voulais dire. Merci beaucoup de votre patience. Vas-y, Younes, tu peux continuer. Merci à vous. Donc, juste pour avant de continuer, en quelque sorte, le changement, c'est comme une symphonie. C'est un livret avec les notes. Quand vous tournez la page, tout le monde doit jouer avec la même harmonie. Donc, c'est à peu près ça. Donc, tout le monde doit exécuter les procédures qu'il a et il doit être au rendez-vous le jour J. Parce que il n'y a pas le temps pour faire des gaffes, surtout quand vous avez des engagements contractuels. Donc, continuons sur cette lancée. On va prendre l'exemple du processus des ressources humaines et on va se dire que il y a un seul responsable RH, donc un seul acteur dans une procédure et dans le processus. Donc, juste pour un peu simplifier les choses, et on va prendre le cas typique d'un sinistre touchant le bâtiment où se trouve le siège de l'entreprise. Ça peut être une fuite d'eau, ça peut être un incendie, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est des choses qui peuvent arriver pour une entreprise. Donc, on va commencer avec la première chose, donc l'activation de la cellule de crise. Donc, l'activation du PCA va automatiquement donner suite à une communication en interne et en externe, donc vers les partenaires, vers les clients qui sont amenés à se déplacer, mais aussi vers les collaborateurs pour leur demander de rester chez eux et de ne pas prendre le risque de venir au niveau du bâtiment. Donc, l'exécution des procédures par la suite relatives au plan de repli, donc, qui se trouve au niveau du PCA même, et qui seront appliquées par tout le personnel. Donc, les gens auront des guides pour chaque. Des guides, des guides qui ne vont pas découvrir pour la première fois, mais c'est surtout des guides qui ont testé bien avant. Donc, ils ont assisté à des formations, ils ont pu les tester dans des cas où il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'urgence, comme ce que M. Ahioun vient de dire. Donc, l'exécution des procédures relatives à l'ouverture des flux, et là, on parle des procédures fonctionnelles côté IT,
Donc, ils vont commencer à exécuter des procédures qui ont relation avec la matrice de flux pour pouvoir ouvrir les flux au personnel replié chez lui pour accéder aux applications métiers, pour accéder au réseau, pour continuer le travail. Bien sûr, les employés vont utiliser un guide de travail à distance. Et prenons l'exemple de cet acteur-là qui sera amené à traiter une demande de l'un de ses collaborateurs, un certain V.W, qui demande un document administratif. Donc, bien sûr, le RRH, ou bien le responsable des ressources humaines, va accéder, bien sûr, à distance, utilisant le guide de télétravail à l'application de gestion des ressources humaines pour valider le workflow. Le workflow, bien sûr, sera terminé et vers la fin, la personne récupérera finalement un document signé à travers la signature électronique. Donc, il n'y aura pas ce besoin de cacheter ou bien de remettre un document physique sous format papier. Donc, l'événement à la fin de ce PCA-là, ce qui doit se faire généralement, c'est recueillir les retours des acteurs au niveau de chaque processus, Et là, vu qu'on a un seul acteur, on va recueillir un peu les gènes, donc ce qu'il a rencontré comme point bloquant lors du PCA pour pouvoir justement les améliorer lors du prochain test ou bien lors d'un cas réel futur, si jamais l'entreprise est amenée à activer une deuxième fois son PCA. Donc la personne, prenons un exemple comme ça, donc la personne a eu une compréhension vis-à-vis d'un chapitre qui se trouve au niveau du guide de télétravail et qui est relatif à la signature électronique. Donc elle a aussi reçu un nombre important des appels téléphoniques demandant des informations sur l'incident et bien sûr aussi sur la date de retour à la normale. On verra par la suite tous ces éléments-là ou bien tous ces événements-là comment devraient normalement être traités avec un PCA à jour et où il n'y a pas d'anomalie. Il y a des lenteurs au niveau de réponse, au niveau de la réponse des applications métiers, donc constaté par les problèmes d'accès à une plateforme en ligne pour le suivi des candidatures au poste ouvert. Donc, le responsable RH n'a pas pu accéder à une plateforme en ligne auquel son entreprise a souscrit pour pouvoir suivre les candidatures. Et bien sûr, un employé qui arrive et qui entre au niveau des locaux de l'entreprise, sachant que le système de la vidéosurveillance ne marche plus. Mais aussi, vu que les autorités de compétences n'ont pas délivré à la cellule de crise un document autorisant les personnes à accéder aux locaux donc, et que les locaux sont bel et bien sécurisés. Donc, il n'y a pas de risque. Donc, vu qu'il n'y a pas eu ça, donc, une personne a pu quand même accéder aux locaux d'entreprise. Et on ne sait pas ce qu'elle a fait au niveau de ces locaux d'entreprise-là. Et finalement, le retard de validation de certains documents administratifs qui est surtout dû à un problème technique, donc un manque au niveau du plan de repli pour tout ce qui est changement des terminaux défectueux, vu que la personne ou la hiérarchie amenée à signer ces documents-là n'avait pas un terminal de secours pour pouvoir assurer ça. Donc concrètement, ce qui s'est passé, et en se basant sur les événements qu'on vient de voir, donc il y a eu une incompréhension d'un chapitre relatif à la signature électronique. Ça, c'est surtout dû au plan de formation. Donc peut-être que cet acteur-là n'a pas assisté à la formation ou il a été mal formé. Donc on doit revoir le plan de formation. Le deuxième événement, c'est le nombre important des appels téléphoniques. Et là, peut-être que ces gens-là ont l'habitude de consulter leur boîte email en rentrant au bureau chaque matin. Donc, disons qu'on a oublié de privilégier le SMS comme canal de communication. Du coup, ces gens-là ont fait le déplacement le matin. La lenteur de réponse des applications métiers. Et là, ça nécessite peut-être de travailler sur les actifs matériels et logiciels, donc sur l'augmentation du débit de la liaison télécom dédiée pour les accès à distance, par exemple. Problème au niveau, par exemple, de la plateforme en ligne pour le suivi des candidatures. Et là, c'est surtout dû à la mise à jour de la matrice des flux, donc pour l'ouverture des flux, donc les procédures fonctionnelles. On parle des procédures fonctionnelles, donc c'est quelque chose qui manque
peut-être que l'entreprise a souscrit à une plateforme du genre sans que les responsables niveau IT ne soient informés. Bien sûr, un employé qui arrive et qui entre au niveau des locaux, donc c'est un problème aberrant de sécurité physique, mais c'est aussi un problème de procédure organisationnelle vu que l'agent de sécurité en place n'a pas été informé, donc n'a pas été impliqué au niveau du plan du PCA. Donc, si vous retenez bien, au niveau des choses à retenir, tout le monde doit être intégré au niveau du plan continuité d'activité pour assurer un bon fonctionnement de ce plan-là le jour J. Et finalement, le retard de validation de certains documents qui est, comme on avait dit, dû à un problème au niveau du terminal de la hiérarchie. Donc, il faut prévoir au niveau du plan de repli aussi une procédure de changement de terminaux en cas de problème, de panne ou d'indisponibilité. Voilà, c'est des exemples typiques de ce que vous pouvez relever à travers un test. Et là, l'exemple, il s'est basé sur quelque chose on pourra dire quelque chose qu'on pourra trouver au niveau de la vie réelle, non? De la vie réelle d'une entreprise, des contraintes qu'on pourra trouver le jour J où on sera amené à activer notre PCA. Pour bien sûr ne pas avoir à vivre ça, il n'y a pas mieux que de tester le PCA. Il faut le tester à chaque fois jusqu'à avoir le meilleur possible avec les délais raisonnables possibles. Donc, concernant la gouvernance et la stratégie, je veux profiter de la présence de nos trois panélistes, M. Chabli Jar, Youssef Fahouzi et Jean Benfioun. Donc, c'est des gens qui s'y connaissent et c'est pour cette raison justement que j'ai opté de transformer ce chapitre-là en des questions. Donc, concrètement, ça va ressembler à ça. Donc, la première question, c'est peut-on optimiser les investissements? C'est des questions qu'on a trouvées au niveau d'Internet. C'est les plus répandues par rapport au PCA et qui ont une relation avec la gouvernance et la stratégie. La première, c'est peut-on optimiser les investissements pour déployer un PCA? Et concrètement, c'est comment s'assurer que chaque dirham investi assurera réellement ma continuité d'activité le jour J. Doit-on investir dans un PCA couvrant tous les processus de l'entreprise? L'activation du PCA doit-elle être accompagnée par l'arrêt automatique de tous les investissements en cours et le déblocage d'un budget spécial? Adapter le PCA d'une entreprise de la même taille et fournissant le même type de services ou de produits au contexte d'une entreprise dans laquelle je travaille peut-il nous aider à sortir de la crise de jour J? Existe-t-il des assurances couvrant les pertes durant une crise, même quand l'entreprise dispose d'un PCA à jour et tout? Donc, et aussi, finalement, lors de l'activation du PCA, le président de la cellule de crise doit-il faire partie du top management? Est-ce qu'il doit faire partie du top management ou on peut désigner n'importe quelle partie? Question d'intégrer un peu toutes les ressources et de le challenger et de les faire monter en compétences. Donc, c'est des questions auxquelles nos panélistes vont répondre. Je m'adresse tout d'abord à M. Jark Chabli. À vous, la parole. Ok, merci Younes. Donc, je vais essayer de répondre à la première question. Donc, est-ce qu'on peut optimiser les investissements pour déployer un PCA? Voilà, donc d'abord, je voulais rappeler juste qu'un PCA, c'est un processus réactif, effectivement, qui se prépare, dans le sens où que dans la gestion de risque, ce sont des événements rares, mais avec des impacts forts sur l'entreprise qui sont couverts donc par ce PCA. Parce qu'il y a deux façons de gérer un risque résiduel. Il y a le risque résiduel qui est à probabilité forte, mais à impact faible. Bon, c'est le cas de la gestion des incidents dans une entreprise, des incidents normaux, donc ouverture de tickets, réponse par le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 donc, du support interne de l'entreprise, et puis des événements donc, de faible probabilité, ou du moins des événements qu'on rend faibles en probabilité, mais qui ont des impacts très forts, donc, notamment le cas donc, de cette pandémie Covid, ou ça peut être aussi le cas d'un bâtiment qui brûle ou bien d'une inondation. Donc, il y a en 2010 au Maroc ces incidents qu'on a vécu, ou bien d'un attentat terroriste comme le 11 septembre. Ouais, ce sont des événements qui n'arriveront pas, logiquement, n'arriveront pas
assez fréquemment, mais leur survenance fait beaucoup mal à l'entreprise en fait. Et donc, d'un point de vue gouvernance, le PCA a son sens, dans le sens où un manager sait prendre des risques et sait anticiper ces choses-là en fait. Alors, sachant que effectivement le PCA coûte de l'argent, puisque on peut dire, on peut demander à quelqu'un de faire le miroir de ce qu'il est en train de faire sur son site principal. Et donc, ça veut dire que c'est 2 fois l'investissement. Mais avec une étude de ce qui est critique, donc je pense que les intervenants ont parlé de ça, de ce qui est réellement critique, de ce qui en vaut la peine en temps de crise, de ce qui est le strict minimum à faire continuer, il y a lieu effectivement de regarder que le PCA peut être intéressant dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir dans tout, mais on va investir dans ce que nous avons pu retenir comme essentiel. Et essentiel, là, tout à l'heure, Younes, quand il parlait, il a évoqué donc les 2 paramètres qui sont fondamentaux. Hein. Il ne faut jamais oublier ça, le RTO, RPO, c'est 2 paramètres. Donc, le PCA, c'est une discipline. Il faut pas le prendre à la légère. Donc, ce n'est pas quelque chose d'intuitif. Donc, le RTO, RPO vont effectivement servir à prioriser les activités. Peut-être que vous en arriverez après cette étude à 2, 3 activités. Et à un moment donné, ce qui est intéressant, il a présenté la cartographie donc, d'un PCA en matière donc, de procédure, d'organisation, ainsi de suite. Il a parlé du plan de repli. Ouais, le plan de repli ne peut pas être d'une capacité égale au site nominal. Parce que le site nominal, s'il il est prévu d'accueillir 200 personnes en temps normal, le site de repli, la plupart du temps, il se situera au 1/3, par exemple, de l'effectif. Donc, ces effectifs critiques dont il a parlé, il faut les identifier. Oui, donc si on n'a pas un PCA, par exemple, lorsque ça arrive, on peut être amené donc, dans l'improvisation à faire tout et n'importe quoi. Donc, on peut surcroître même nos dépenses. Alors que quand c'est bien étudié, voyez, on sait très bien dans quoi on investit et on sait très bien qu'est-ce qu'on teste. Et cela, effectivement, peut amener donc à optimiser donc, les investissements. Quand on dit optimiser les investissements, ce n'est pas des économies. Moi, je ne le comprends pas en tant qu'économie, mais je le comprends en tant que qu'est-ce qu'il faut dépenser exactement, d'accord, ou bien ce qu'il faut pour mon PCA. Vous voyez. Donc, il ne faut pas que mon PCA soit aussi surdimensionné, mais il faut qu'il reflète réellement ma capacité économique aussi à supporter donc, ce PCA-là. Donc, je ne sais pas si... Oui, Monsieur Tchabli. Concernant les autres interrogations, dans le cadre surtout est-ce qu'on peut adapter un PCA d'une autre entreprise qui ressemble un peu à la nôtre, qui travaille dans le même domaine d'activité? Est-ce qu'on peut compter sur un PCA pareil pour l'adopter en interne? Vous savez, chaque entreprise a ses réalités. Hein. Donc, je pense qu'on peut apprendre les uns des autres, mais cela n'annule pas de faire sa propre gestion des risques. Une entreprise peut être fortement dépendante de ses ressources humaines. On l'a présenté au tout début comme étant effectivement la chose la plus importante parce que le Covid-19 nous a montré que la ressource humaine était la chose la plus importante parce qu'on pouvait arrêter l'économie pour sauver cette ressource humaine-là. Mais je veux dire, peut-être une entreprise est parfois, comment l'appelle-t-on, dépend d'un certain nombre de procédés qui sont spécifiques à son organisation. Il n'est pas question donc de copier-coller le plan d'un voisin, en fait, donc pour dire qu'on a un plan. Ouais. C'est vrai que ça a été présenté comme un document parce qu'un PCA, ce n'est pas quelque chose d'intuitif. Ouais, quand ça arrive, vous devez être préparé. On dit étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut qu'on soit en mesure donc, de pouvoir dérouler ces étapes-là lorsque la crise arrive. Et donc du coup, c'est un processus qui est rigoureux. Et donc le plan, c'est vraiment un document, mais ce n'est pas un document qui vient... c'est pas un document simpliste qui vient donc d'un copier-coller en disant bon voilà l'autre fait comme ça, moi aussi je le fais comme ça. Donc il faut avoir vos activités documentées, vos actifs documentés, vos études de bilan d'impact sur l'activité documentées propres à vous, vos stratégies aussi hein, qui sont propres à vous et les plans vont donc refléter cette étude donc de bilan d'impact d'activité et les stratégies que vous aurez donc sélectionnées. Et donc, du coup,
moi, je n'encouragerais pas quelqu'un à aller en disant, bon voilà, mon secteur d'activité ressemble à celui-là, donc je suis cabinet, l'autre aussi il est cabinet, mais bon, on n'a pas la même organisation, hein, d'accord? On n'a pas le même niveau peut-être d'industrialisation parfois aussi, voilà, parce qu'il y en a qui, dans le cadre de leur performance, sont arrivés à un stade où ils ont assez industrialisé leur entreprise. Et donc, du coup, on peut être dans le même secteur d'activité, mais avec des niveaux de maturité différents. Donc, le PCA n'aura pas la même façon de se présenter. D'accord, merci beaucoup. Qu'en est-il des assurances couvrant les pertes de l'entreprise, mais aussi il y a une question très importante couvrant aussi les pertes de données dans le cadre du PCA. Si jamais, bien sûr, l'entreprise a un PCA, elle a activé, et pourtant il y a eu des pertes qui ont touché quelques processus ou quelques actifs, pour être plus précis. Donc, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui couvrent ça, donc même les risques SI? Ouais, ouais. En fait, je crois qu'aujourd'hui, même pour que l'assurance puisse assurer votre bâtiment, il faut que vous puissiez prouver hein, que vous avez quand même fait le nécessaire pour ramener le risque à un risque résiduel acceptable. C'est-à-dire que la partie que vous ne pouvez plus couvrir, vous pouvez aller chez l'assurance pour pouvoir le couvrir. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de polices d'assurance pour couvrir les bâtiments, pour la perte de matériel, ainsi de suite. Donc, concernant les SI, je ne m'y connais pas exactement, d'accord, en termes d'assurance, mais je sais que il y a quelques années, les assurances ont commencé à proposer même des assurances sur la cybersécurité. Au cas où il y a, par exemple, un vol de données ou une intrusion dans votre réseau, donc ils sont en mesure donc, de pouvoir couvrir ce type de risque-là. Data Protect, en tant qu'entreprise accréditée par Visa Mastercard, donc le consortium PCI SSC, paie aussi annuellement une assurance de ce type-là, de telle sorte à ce que nos missions chez les clients, puisque nous sommes des QSA, donc des Qualified Security Assessors. Donc, c'est-à-dire que quand nous passons, c'est la garantie effectivement que l'entreprise qui manipule des données de carte bancaire est sécurisée, mais cela ne dédouane pas l'existence du risque. Bon, on dit souvent que le risque zéro n'existe pas, plutôt, voilà. Donc, pour faire cela, donc, le seul recours, c'est l'assurance, en fait. Et il y a des assurances cyber que nous souscrivons et c'est pris en charge, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu à vivre une attaque après une certification, mais toute entreprise, dans sa gestion des risques, doit pouvoir aller vers une assurance qui couvre son risque résiduel. Merci beaucoup. On se tourne vers M. Ahouzi. Donc, l'occasion de simuler, de provoquer un peu son analyse dans le contexte. M. Ahouzi, qu'en pensez-vous? Merci Younes, merci Chabli pour ton intervention. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de notre expert. Donc, par rapport aux investissements à mettre au niveau du PCA, parce que c'est des investissements qui sont un peu des fois très lourds. Donc, comme dédoubler toute l'infrastructure en fait, infrastructure système ou infrastructure en fait IT pour pouvoir répondre en cas de crise, c'est-à-dire en cas d'incident de façon immédiate, de façon immédiate et de ne pas arrêter c'est-à-dire, le service. Donc, c'est des investissements qui sont très lourds et qui bien sûr devront être pensés pour en fait c'est-à-dire faire les investissements nécessaires pour les activités en fait critiques de l'entreprise. Donc, au sein de Portnet, bien sûr, toutes nos activités, ou presque les activités en fait qui sont, c'est-à-dire qui sont fournies à nos clients c'est-à-dire, sont des activités critiques. Donc, c'est-à-dire sur notre PCA, donc ce volet-là est très important. Donc, les investissements qui ont été mis en place par la société sont très importants pour, bien sûr, se prémunir d'un risque d'arrêt d'activité au niveau c'est-à-dire des processus, notamment ceux du commerce international. Mais en fait, cette crise que nous subissons actuellement
C'est-à-dire mais le focus plus sur c'est-à-dire les ressources humaines, parce que ces systèmes IT sont en fait sont gérés, sont maintenus, sont développés par les ressources, donc les compétences humaines. Il est très important de bien sûr couvrir tous c'est-à-dire couvrir les processus relatifs aux ressources humaines, relatifs en fait à la continuité d'activité de ces ressources-là avec c'est-à-dire le télétravail ou c'est-à-dire les procédures de repli. Euh, C'est-à-dire au sein de Portet, nous avons fait, c'est-à-dire dans le cadre de notre PCA, on a bien sûr pris en compte, c'est-à-dire ces scénarios. Euh, Ce que nous apprenons, c'est que en fait, ces scénarios-là, en fait, de risque ou c'est-à-dire de pandémie ou c'est-à-dire de- c'est-à-dire d'incidents majeurs en fait pour c'est-à-dire les incendies ou comme les tremblements de terre ont été dans les études PCA sont un peu minimisés. Mais là, c'est-à-dire les risques relatifs à ces doivent être pris en compte pour, c'est-à-dire avoir un PCA qui est complet et qui peut répondre dans ces circonstances-là. Bien sûr, le PCA c'est-à-dire ne pourra pas couvrir tous les processus de l'entreprise, mais en fait devrait bien sûr s'attarder sur l'essentiel. C'est pendant c'est-à-dire les tests les tests du processus qu'il faudrait en fait améliorer en intégrant les processus qui en fait de vue ne sont pas, c'est-à-dire n'apparaissent pas essentiels à l'entreprise, mais néanmoins sont très, c'est-à-dire qui peuvent aussi faire, c'est-à-dire avoir un impact sur les autres. Donc, c'est en s'exerçant sur le PCA qu'on arrive à avoir, c'est-à-dire à l'améliorer et à couvrir l'ensemble des risques qui peuvent impacter l'activité de l'entreprise, comme a dit tout à l'heure le directeur général de Portnet et ça. C'est-à-dire les tests que nous avons faits pour c'est-à-dire le basculement de notre activité entre le principal nous avons fait plusieurs tests donc, pendant c'est-à-dire les années et les mois précédents. Bien sûr, ils n'étaient pas tous, c'est-à-dire bien fait, mais au fur et à mesure, on améliore nos procédures, nos manuels opérationnels pour arriver à un résultat qui satisfait c'est-à-dire qui satisfait c'est-à-dire les exigences qu'on s'est mis au niveau de l'entreprise pour c'est-à-dire notre continuité d'activité. Voilà, par rapport c'est-à-dire à la cellule de crise, c'est quelque chose également de très important. Donc, dès que, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, notre entreprise, donc dès que nous avons, c'est-à-dire il y a eu des prémices par rapport à cette crise, donc on a mis en place, c'est-à-dire on a activé notre cellule de crise avec bien sûr pour suivre c'est-à-dire faire un veille sur ce qui se passe, donc bien avant même, c'est-à-dire que le premier cas, c'est-à-dire soit annoncé au Maroc, juste pour bien sûr suivre en fait et faire la veille sur la situation. Et au fur et à mesure où, c'est-à-dire, au fur et à mesure, cette série de crises-là, bien sûr, a pris le devant par rapport à ces procédures, par rapport à cette crise-là, pour bien sûr prendre des décisions adéquates pour l'activation en fait des différents plans mis en place dans le cadre de notre PCA, avec le télétravail, avec c'est-à-dire tout ce qui est procédure de repli par rapport à cet incident.
Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. S'il y a d'autres questions, Younes. Merci beaucoup, Youssef. Les questions, on va y répondre juste après l'intervention de Monsieur Benhioun, dans le même cadre. Donc, nous souhaitons avoir une intervention de M. Benhioun concernant les questions. Merci pour toutes les clarifications, Younes. Et, en fait, aux différents panélistes, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais ce qui est essentiel, justement, les ressources d'une entreprise ne sont pas des ressources illimitées, surtout quand il s'agit de TPE, PME. Bien entendu, il est indispensable, pas un peu de temps, il est indispensable d'optimiser les investissements pour déployer un PCA, parce qu'il va falloir les négocier avec les actionnaires et ils ne seront pas tout donner. Et aussi, c'est essentiel de définir les activités critiques parce que quand on fera le bilan d'impact sur les activités, on définira les activités critiques. Ben, c'est les décideurs au sein de l'entreprise qui vont dire nous, on accepte ce risque, on ne l'accepte pas. En fait, ce n'est pas le responsable, le PCA ou le DIC, ainsi de suite. C'est les patrons de la boîte ou le comité de direction ou les actionnaires qui vont dire nous, on tolère ce problème. On pense que le séisme ne va jamais arriver, donc on accepte ce risque. S'il arrive, il n'y a pas de problème. On pense qu'une pandémie ne risque pas d'arriver. Donc, c'est à eux de décider sur les scénarios de crise possibles et d'arbitrer par rapport à ça. Voilà, et donc très très difficile d'investir sur tous les process de l'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Prenons l'exemple juste des foyers. Hein. On ne sortait pas pour acheter des usines de parfum, ont fermé, hein, parce que ce n'est pas critique pour les populations pour vivre, hein, peut-être, en tout cas en ce moment. Il y a beaucoup de choses au sein d'une entreprise qui vont s'arrêter. On ne va pas organiser des événements. C'est des process qui ne sont pas critiques. On ne va pas organiser des événements physiques. Peut-être qu'on va fermer les guichets, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que c'est possible même de fonctionner sans guichet physique. Donc, bien entendu, c'est important de faire le plan pour bien l'exécuter, mais aussi pour retourner à la normale. Ce qui est important dans le plan, c'est que n'importe qui puisse l'exécuter, qu'il soit très clair. Quand on est, par exemple, je vais arrêter un serveur principal, je vais activer un serveur de secours, on peut supposer que la personne clé est malade, et là, il faut qu'on pense à son backup, mais ici, que le process soit bien écrit pour activer le secours, pour retourner à la normale d'une façon décrite, documentée, ainsi de suite. Ça, c'est juste un petit exemple. Quand on active une cellule de crise, il faut qu'il y ait les personnes dedans qui sont capables de prendre des décisions. Il ne va pas dire on est dans la cellule de crise, on est en train de prendre des décisions. On va dire attends, je vais appeler mon patron, on va voir. C'est des personnes qui ne doivent pas être improvisées, qui sont décidées en interne avec une circulaire, avec une décision. On a pensé largement à leur pouvoir, à ce qu'on va leur donner dans le cadre de la gestion de crise, et ils auront la possibilité de prendre les décisions au sein de la gestion de crise pour cette crise-là. On a pu avoir un peu de temps, mais imaginons qu'il y ait un tremblement de terre, ou une crise qui arrive, c'est très difficile d'agir sous le stress et si on n'est pas bien préparé. Les assurances existent, hein, on les utilise au sein de Portnet SA pour couvrir nos actifs, par exemple, mais il est possible aussi de couvrir les contrats que vous avez avec les clients face à l'arrêt d'une activité. Il y a plein d'assurances, mais comme l'a bien dit notre ami de Data Protect, les assurances ne vont pas assurer une continuité d'activité. Ils vont juste atténuer un peu l'impact. Mais vous allez perdre vos clients si vous n'avez pas de continuité d'activité, même si les assurances vont vous rembourser sur une période. Mais les clients que vous allez perdre, c'est difficile de les retrouver après. Donc c'est très important de mixer les deux. Et puis les risques qu'on ne peut pas gérer, on peut bien entendu passer des assurances. Et le système très mature aujourd'hui, il y a tout type d'assurance que vous pouvez avoir. Et je pense que c'est même essentiel. Lors de l'activation du PCA, bien entendu, le président de la cellule de crise, j'en ai parlé, il faut que la cellule de crise doit composer des gens qui sont capables de prendre des décisions. Pas de consulter, d'aller demander, de faire des notes et attendre une décision, ainsi de suite. Ça, c'est très, très, très important dans la continuité d'activité. Et puis le dernier point, c'est le retour à la normale. Quand on a une crise, on active un plan de continuité d'activité. Il y aura toujours un retour à la normale à la fin. Et souvent, les problèmes arrivent quand on veut retourner à la normale, on crée une autre crise. Donc ça, il faut aussi le planifier, comment on va retourner à la normale. Et dans le cas de notre pays, par exemple, c'est les réflexions qui se font aujourd'hui pour le déconfinement.
quand cette crise sera passée, comment on va retourner à la normale, ainsi de suite. C'est une grande problématique, c'est une grande colle. C'est pas évident du tout parce que c'est à l'échelle d'un pays. Il faut y penser au sein de l'entreprise. On n'a pas trop insisté tout à l'heure sur la partie RH. La partie RH est très importante. Quand on définit ce qu'on appelle un noyau dur de l'entreprise, c'est-à-dire les personnes au sein de l'entreprise qui sont nécessaires pour continuer les processus les plus critiques. C'est ça la définition du noyau dur. Dans le cadre du plan de continuité d'activité, on pense à les backuper. C'est-à-dire c'est des personnes, on fait cette matrice, on forme d'autres personnes pour que si c'est une personne est critique pour la boîte et qu'elle est touchée, par exemple dans le cadre d'une pandémie, comment on va faire justement pour continuer l'activité si on dépend d'une personne. Donc ça fait partie, dans le cadre de scénario de pandémie, du processus de continuité d'activité. La simulation, bien entendu, est nécessaire. C'est une question qui est posée. Pas uniquement efficace, c'est nécessaire de simuler parce qu'en s'entraînant, quand on va faire des erreurs, quand on va se rendre compte qu'on a des procédures qui ne sont pas assez documentées, comme l'a témoigné Youssef, quand on a voulu basculer, quand on a voulu tester la première fois, rien ne marchait, on se rendait compte que beaucoup de choses ne sont pas claires. Surtout quand on veut tester, on va ramener des gens qui vont exécuter les process et c'est ça le bon test, qui ne connaissent pas le process par cœur. Ils vont sortir les documents, ils vont essayer de les appliquer. Et c'est la meilleure façon de s'assurer est-ce que nos plans sont bons. Et on fait un jeu de rôle, on fait des tests avec la communauté. Et il y a un dernier point que je voudrais évoquer, c'est votre écosystème. Quand une entreprise ne vit jamais seule, donc elle a des fournisseurs, elle a des clients, elle a des partenaires, et il faut penser à les intégrer dans votre plan de continuité d'activité, de communiquer avec eux à l'avance pour qu'au moment où il y a une crise, ils sont alignés avec votre référentiel et ils ne vont pas improviser, ils ne vont pas savoir de quoi vous parlez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et on est disposé à répondre à toutes les questions, bien entendu. Et puis la présentation, c'est une question qui est apparue plusieurs reprises. La présentation va être partagée avec l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Benfion. Donc, effectivement, comme vient de dire notre directeur général, il y a une recette pour ça. Donc, la recette, c'est focaliser sur les processus vitaux pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a la possibilité de travailler à travers plusieurs outils de travail collaboratif, donc, qui permettent de faire et la vidéoconférence et l'édition des documents à travers une communauté. Il y a même des outils graphiques. Vous n'êtes pas obligé de souscrire. L'exemple de OpenOffice ou l'exemple de OnlyOffice. Donc, c'est des packages que vous pouvez déployer au niveau d'un serveur et auxquels vous pouvez accéder comme si vous accédiez à GBusiness. Donc, c'est des trucs qui sont aujourd'hui à la portée. Mais aussi, faut pas oublier que des fois, ça va aussi requérir des investissements auxquels il faut penser. Donc, il faut opter pour la solution et pour l'architecture adéquate. Donc, pour ne pas pour s'arrêter là, donc on doit passer maintenant aux questions. Donc, vous avez votre onglet de questions-réponses juste en bas à droite. Donc, vous pouvez poser votre question. Nous, les panélistes pourront y répondre. Donc, à vous. Donc, on va commencer. Il y a déjà pas mal de questions qu'on vient de voir ici concernant les techniques de simulation. Est-ce qu'elle est efficace ou pas? Donc, pour l'élaboration d'un plan stratégique de continuité. Je pense qu'on va s'orienter plutôt vers Jark, M. Jark. Oui, allô? Oui, concernant cette question, la technique de simulation est-elle efficace pour l'élaboration d'un plan stratégique de continuité? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, je l'ai dit, les techniques de simulation sont-elles efficaces pour l'élaboration d'un plan stratégique de continuité d'activité? Les simulations. Simulation PCA. Oui. Ah oui, bon, en fait, la simulation ou les tests, c'est pour viabiliser notre PCA. C'est pour qu'on puisse avoir confiance en ce PCA, en fait. Donc, il est indispensable et incontournable. Et tout à l'heure, quand Younes présentait, il a montré effectivement que c'est la clé pour qu'on soit sûr effectivement qu'au bon moment, quand on va invoquer ce plan,
que cela va marcher et que cela va fonctionner. Et donc, c'est pas lui qui crée le plan, hein. C'est pas la simulation qui crée le plan, mais c'est plutôt le plan qui est conçu pour fonctionner en temps de crise ou s'il y a un incident. C'est lui qui est plutôt testé via plusieurs types de tests. Donc, ça peut être des tests papier où on réunit les différents acteurs, on leur pose des questions pour savoir pour tel scénario, si cela arrivait, comment vous allez vous comporter. Et les gens essaient de raconter un peu euh, leur approche. On le compare par rapport à ce qui est écrit, on regarde et puis on voit que très bien qu'ils ne maîtrisent même pas encore très bien le contenu ou bien qu'ils le maîtrisent. Ça ne crée pas beaucoup de dégâts. Après, on peut passer à une simulation. Donc, dans la simulation, par exemple, on teste l'indisponibilité d'un processus sans tout arrêter. Donc, on peut aller jusqu'aux extrêmes où on simule carrément l'arrêt total de l'activité, un peu comme le cas de ce Covid-là où les locaux ne sont plus accessibles hein, par mesure sanitaire et dont tout le monde est maintenant en télétravail là. Donc, le plan est bien avant le test et le test est utilisé donc pour viabiliser ou fiabiliser donc ce plan-là en fait. D'accord, merci beaucoup. Youssef, une autre question concernant le personnel critique. Est-ce que vous pensez qu'un système de binôme pour les postes peut résoudre le problème ou bien on peut juste penser à une réaffectation? En fait, ça dépend du processus. Il faut avoir ce qu'on fait au niveau de Portnet, c'est d'avoir des personnes qui sont polyvalents, qui peuvent prendre plusieurs fonctions à la fois. Donc, par exemple, au niveau de notre IT, donc notre équipe, bien sûr, ils sont, c'est-à-dire en temps normal, chacun a c'est-à-dire une fonction bien précise. N'empêche que, par exemple, pour les formations, pour l'ensemble de nos projets ou l'ensemble de notre actif, sur sur tous les plans, les personnes sont backupées pour bien sûr se prémunir en fait d'un problème de manque de ressources. Ça d'une part. D'autre part, c'est la documentation et les processus derrière. C'est qu'en fait, il est très important d'avoir tous les modes opératoires, la documentation en fait relative aux actifs qui est disponible, bien documenté, bien accessible à tous les intervenants, les process bien définis pour que le relais entre les ressources soit fait de façon très efficace. Donc cette question de documentation et de mode opératoire est très importante, notamment dans l'IT. Et bien sûr la formation, c'est que il faut que on ait c'est-à-dire des personnes qui sont polyvalentes sur l'ensemble c'est-à-dire sur l'ensemble de nos actifs IT pour permettre en fait bien sûr de compenser ou c'est-à-dire de prendre le relais de façon efficace. Et bien sûr, selon la criticité des actifs, il faudrait bien sûr, dans des cas particuliers où l'actif est vraiment très critique, avoir plusieurs personnes qui maîtrisent, bien sûr avec une formation adéquate, avec une documentation claire et accessible à tout le monde, et bien sûr bien organisée, et avec des modes opératoires et des processus qui sont bien sûr mis en place, bien sûr testés, simulés. Donc pour nous, c'est notre c'est-à-dire c'est testé tout au long de l'année parce qu'on est une équipe réduite. Donc il y a toute la partie c'est-à-dire IT de nos ressources qui est bien sûr c'est tout au long de l'année avec bien sûr des périodes de congé des personnes qui sont backupées par d'autres et bien sûr en fait le partage d'informations et de la documentation qui est accessible à tout le monde pour permettre ça. À l'échelle de l'entreprise, bien sûr, ça dépend des activités,
bien sûr, les activités critiques, bien sûr, qui sortent donc dans le BIA, dans le bilan d'impact sur les activités des risques. Il faudrait prendre ça, mais ça dépend de l'entreprise, ça dépend bien sûr c'est-à-dire ce qui est alloué par bien sûr les actionnaires et la gouvernance de l'entreprise pour bien sûr dédoubler les personnes c'est-à-dire les personnes dans les postes clés qui sont bien sûr importants à ces activités-là. Donc voilà, Younes. Merci beaucoup, Youssef. Une autre question concernant l'aspect. Oui. Voilà, je voulais effectivement renforcer ce qu'a dit Youssef, voilà, par l'importance donc de disposer des bases de connaissances. Malheureusement, la plupart des entreprises, effectivement, ils pêchent par la documentation, parce que les gens pensent qu'en documentant, bon, ils sont en train de mettre, de divulguer des connaissances qui leur appartiennent, alors que cela participe nécessairement donc à la continuité des activités en fait. Donc, une entreprise qui a une base de connaissances améliore sa résilience, en tout cas par rapport à un certain nombre de scénarios, notamment basés sur les ressources humaines, l'indisponibilité des ressources humaines. Aujourd'hui, avec le Covid, par exemple, si une ressource est atteinte, on ne le souhaite pas, mais elle est atteinte, c'est une quarantaine au minimum. Après, s'il est malade, c'est encore un prolongement en fait. Donc la personne sera en incapacité. Et si vous avez par exemple une base de connaissances, si vous avez la culture de documenter les connaissances de l'entreprise et que cela sert d'outils de formation, parce qu'il y a des formations généralistes qu'on donne aux gens, mais il y a des formations qui sont basées sur donc, des connaissances, des bases de connaissances qu'on a pu développer en interne. Effectivement, cela aura pour valeur de renforcer la résilience de cette entreprise-là par rapport à des scénarios qui touchent les ressources humaines. Donc, backup, oui, mais la formation des backups aussi est très importante. Et effectivement, comme l'a dit ici Youssef, donc, la documentation ou les bases de connaissances sont très importantes, surtout dans le cadre des PME, hein, puisque tout à l'heure on parlait d'optimisation des PCA. Donc, si vous voulez optimiser, vous devez d'abord investir dans les connaissances. Donc, c'est à ce moment, effectivement, que vous savez que votre PCA, il est capable de tourner sur un certain nombre de scénarios avec le minimum donc, de budget possible, quoi. Oui, merci. C'est juste, il y a M. Tami Ben Kiran, je pense, de Espace Transit, qui voudrait prendre la parole. Est-ce que vous pouvez accepter le fait qu'il se connecte à l'audio et l'activer, le monter comme panéliste possible? Rim ou Younes, parce que je n'ai pas la main. Allez voir, il a pas d'interrogation. Il faut juste l'autoriser à se connecter à l'audio et on peut continuer en parallèle. Hein. Ce que je peux dire aussi, c'est que voilà, il faut l'adapter à la taille de l'entreprise et puis au process. Et il ne faut pas dire que tous les process vont avoir le même niveau de continuité d'activité parce que tout simplement, la durée d'interruption acceptée pour un process 1 n'est pas forcément la même que pour un process. On a dit, par exemple, pour nous, je donne l'exemple. Le délai d'interruption pour une inscription d'un client n'est pas le même, le délai acceptable n'est pas le même que l'arrêt du guichet unique, parce que tout simplement l'impact n'est pas le même. Quand le guichet unique est arrêté, il y a 50 000 usagers qui ne peuvent pas y accéder. Mais si un client n'arrive pas à s'abonner sur la page en ligne, ce n'est pas la même criticité. Donc c'est pour ça que les process sont classés et les moyens, les solutions de secours qui sont imaginées, sont adaptés à la criticité de chaque process, qui ne sont pas les mêmes, et même au sein d'une même entreprise, même au sein d'un même département. Donc c'est très important de prendre ça en charge. Les ressources humaines, c'est très important de les backuper. Et puis il y a des mesures qui vont être prises. C'est pour ça que Youssef a dit et Younes que c'est structurant pour l'entreprise. Le fait d'adapter, de commencer le projet de continuité d'activité permet à l'entreprise de corriger beaucoup de failles, de faire déjà face à énormément de vulnérabilités, parce qu'en analysant, on trouve des vulnérabilités qu'on peut corriger pour une fois pour toutes. On peut dire que j'ai une vulnérabilité par là, je peux fermer la porte et voilà, j'ai plus cette vulnérabilité. Ça, c'est très important à prendre en considération. Et pareil pour les ressources humaines. Il y a des entreprises dans le monde, je connais des multinationales, où deux personnes critiques pour l'entreprise au sein du comité de direction, au sein d'une activité, n'ont pas l'autorisation de voyager ensemble dans le même avion.
même s'ils vont dans le même séminaire ou même réunion, ils vont prendre 2 avions différents parce que c'est une question de risque. Ils ne vont pas pouvoir tolérer à ce que les personnes aient un accident en même temps. C'est comme une équipe de foot, hein. On l'a vu dans l'histoire, une équipe qui a voyagé dans un seul avion et personne est parti en vrac. Donc, c'est exactement la même chose dans l'entreprise. Donc, parmi les mesures qu'on avait prises bien avant le confinement, 2 semaines ou 3 semaines à l'avance, c'est que, par exemple, les gens, il y a des personnes clés au sein de l'entreprise qui ne sont pas autorisées à se voir. Même si on continuait dans les locaux, en début mars, il y a des personnes qui n'avaient plus le droit d'aller sur un autre bâtiment ou de participer à une réunion où il y a une autre personne et qui sont de la même équipe, par exemple l'équipe infra, pour que si une personne est contaminée, elle ne va jamais toucher l'autre. Donc ça, c'est aussi des mesures importantes à prendre en considération. Et les solutions ne sont pas les mêmes, hein. Je peux même m'inspirer en benchmarkant ce qui se passe dans des entreprises similaires, mais ce n'est pas du prêt à porter. Je ne vais pas prendre le PCA de Portnet et je vais l'appliquer, ou je vais prendre le PCA de mon concurrent, je vais l'appliquer. Ce qui doit être adapté à mes moyens, il doit être adapté à ma culture, à mes ressources humaines, ainsi de suite. Oui, effectivement. Tammy n'a pas de micro. Hein. Je pense que si Tammy n'a pas de micro, voilà, c'est pas grave. Ça. Il y a une autre question qui nous vient de M. Fahmi Hadi concernant la diffusion d'un questionnaire. Je vais juste arrêter ici pour dire que un questionnaire doit se faire bien avant de programmer la création d'un PCA et pour intégrer toutes les ressources sans exception, parce que c'est elles qui vont vous dire avec quels outils elles travaillent, ils ont accès à quoi, l'information, ce qui est critique ou pas, l'impact de l'indisponibilité de cette information, son degré de criticité par rapport à l'activité de l'entreprise. Donc, chaque acteur, au niveau de chaque procédure, pourra vous définir ses inputs et ses outputs par rapport à la procédure dont il est responsable, et ainsi de suite. Et c'est à travers tous ces ateliers-là que vous pourrez définir votre choix, bien sûr, de technologie, votre architecture pour votre système d'information. Vous pourrez prévoir, et ça va complètement changer votre vision des processus au niveau de votre entreprise. Vous allez découvrir qu'il y a des procédures qui sont critiques parce qu'il y a un seul acteur, parce que la solution ne permet pas de faire pas mal de tâches dans un contexte de continuité d'activité. Et c'est à travers ça que vous pourrez bien sûr prévoir des investissements, des formations, des recrutements et tout ça. Donc un questionnaire, oui, mais il n'y aura pas mieux que des ateliers physiques avec les personnes devant dans leur bureau, devant leur poste de travail pour prendre conscience de la réalité de la chose et pour prévoir tout ça au niveau de votre PCA. Il y a aussi une autre question, celle-là je vais la poser aussi à Jack. Est-ce qu'il y a des certifications de PCA? Il y en a. Oui, peut-être une dernière question, puisqu'on est en dépassement de temps et on doit se tenir à nos... Voilà, ok, merci. Allô? Allô? On vous écoute. Oui. La question porte sur les certifications, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok, très bien. Oui, il y a la norme ISO 22301, donc le cadre de management de la continuité d'activité qu'a présenté Younes au tout début. Voilà, quand il introduisait le sujet. Effectivement, aujourd'hui, c'est la norme ISO 22301 qui est reconnue à l'échelle internationale donc, pour certifier les plans de continuité d'activité. En fait, ce n'est pas une certification de plan, d'accord, mais c'est la certification d'un système de management. Parce que quand on parle de certification, il faut derrière un système de management. Donc, le système de management, il va au-delà du PCA, il inclut effectivement toute la gouvernance dont nous sommes en train de parler. Il inclut votre capacité à approuver votre gestion des risques, vos études d'impact d'activité, vos objectifs de continuité, vos plans, les exercices et les tests, votre communication, ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout cela qui est certifié par un organisme indépendant de votre organisation qui vient vous évaluer en fait. Donc, tout l'enjeu, effectivement, c'est de prouver à ce certificateur que toutes les briques de ce système de management sont en place. Donc, je précise effectivement que le PCA
Et à 80%, le travail à faire, c'est sur les PCA, en fait. Sans oublier le reste. Tout à fait. Sur ce, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Donc, je vous remercie énormément d'avoir donné votre temps pour assister à ce webinaire. Alors, on voudrait conclure sur une note positive. Bien sûr, Ramadan Mubarak Saïd. J'espère que vous serez en très bonne santé à la fin de ce confinement, mais aussi à la fin de cette année et à la fin des autres années futures. Je voudrais juste dire un message d'espoir à toutes les personnes qui ont un proche dans une situation de chômage ou dans le business a pris un sale coup, que les activités vont reprendre. Donc ça, c'est juste une question de temps. Après le confinement, tout va reprendre. Il faut juste prévoir le jour où vos entreprises respectives fassent un bon chiffre d'affaires pour prévoir un investissement ou bien une mise à jour de PCA. Ça vous permettra bien sûr de contourner les circonstances de crise et de continuer votre activité même dans les jours les plus sombres. Donc voilà, je pense que c'est tout. Pour toutes les personnes qui nous ont envoyé des remerciements à travers le chat ou bien à travers la plateforme des questions, je les remercie aussi d'avoir répondu présent. Pour les personnes qui ont demandé la présentation, sachez qu'on va vous envoyer ça par email sur vos emails respectifs. Sinon, peut-être on pourra le partager. Bien sûr, je vais voir ça avec la responsable communication ensemble peut-être. On pourra même le partager à travers les réseaux sociaux ou bien à travers le site web. Sur ce note, je vous remercie et je vous donne rendez-vous lors des prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci Younes, merci à vous. Allez, Ramadan Mubarak Saïd.